Les Romains en rêvaient. La foule a failli l'empêcher. Et maintenant, contre toute attente et toute logique budgétaire, l'Italie est en train de le faire. Elle va avoir un pont. C'est audacieux, c'est coûteux, et cela pourrait bien changer l'Italie à jamais. Comment ? Continuez à regarder pour le découvrir. Le 6 août 2025, le gouvernement italien a approuvé un projet visant à construire le plus long pont suspendu du monde. Et quand je dis long, c'est vraiment long. Le détenteur actuel du record est en Turquie, avec un peu plus de 2000 mètres. Mignon. Celui de l'Italie sera presque 2 fois plus long, 3600 mètres. Il fera passer celui de la Turquie pour un jouet pour chauve-souris. C'est moins un pont qu'une démonstration d'ego national. Rome affirme que cela stimulera l'économie, peut-être même que cela unira le pays. Bien sûr, c'est le même pays où l'on se dispute encore pour savoir quelle région fait la vraie pizza. Mais pourquoi construire un monstre pareil ? 3 mots. Emplacement, emplacement, emplacement. Le même endroit qui a brisé les projets de pont depuis bien avant que l'Italie ne soit. Eh bien, l'Italie. Généraux, empereurs et ingénieurs l'ont tous regardé et se sont dit « Ouais, peut-être pas. Vous voyez cette étendue d'eau, celle qui sépare la Sicile du continent ? C'est le détroit de Messine. Il fait 2 miles à son point le plus étroit, et jusqu'à 3,2 miles de large au niveau de la ville de Messine. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant. Les Romains ont envisagé d'en construire un. La Sicile fut l'épicentre de la première guerre punique. Ils voulaient un pont solide, suffisant pour des éléphants, plus léger que le SUV d'une mère de famille. Le plan ? Attacher des milliers de tonneaux ensemble, poser des plateformes dessus, faire traverser une armée. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ? Les historiens doutent que cela se soit produit, non seulement à cause des éléphants, mais aussi parce qu'il est difficile de battre la nature quand votre pont tremble comme de la gelée. Leur prochain plan ? Un pont de bateau. Celui-là ? C'était grâce au consul Metellus, qui pensait apparemment que la circulation navale n'était qu'une suggestion. L'idée n'a pas duré longtemps. Un pont flottant n'est pas permanent, surtout sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées de la Méditerranée. Plus de bateaux allaient du nord au sud à travers le détroit que d'est en ouest. Donc oui, ce n'est pas l'idéal quand votre pont est essentiellement une barrière flottante. Un barrage maritime. Attendez, une barrière. Disons barrière. Beaucoup de gens ont rêvé d'un pont après cela. Pendant ce temps, je rêve d'une carrière YouTube réussie. Bref, Charlemagne y a pensé. Les conquérants normands aussi. Tout le monde avait des idées. Personne n'a eu de résultat. Même dans les années 1870, le tout nouveau royaume d'Italie a tenté sa chance, et comme la plupart des projets gouvernementaux, cela n'a jamais dépassé le stade de la planche à dessin. Alors, que se passe-t-il ? Ce n'est qu'un pont, non. Ces eaux ne sont pas seulement agitées, elles sont légendaires, littéralement. Elles font sombrer des rêves et des navires depuis près de 3000 ans. Regardez cette photo satellite de la NASA. Vous voyez cette ville au nord de la Calabre ? C'est Scylla. Oui, nommée d'après cette Scylla-là. Pour ceux qui ont manqué le cours de mythologie grecque de base, c'est un monstre marin à 6 têtes de l'Odyssée d'Homère, juste en face de Charybde. C'est le tourbillon mythique qui pouvait engloutir des navires entiers. C'est le coin où les marins allèrent mourir. Mais vous savez, de façon poétique. Mais voilà le truc. Ce n'est pas seulement de la mythologie. D'accord, Scylla peut-être, mais Charybde, c'est du concret. Le détroit de Messine est un véritable haut lieu des tourbillons et des vortex. Pourquoi ? Commençons au sud, dans la mer Ionienne. C'est la portion de la Méditerranée coincée entre la côte ouest de la Grèce et la pointe sud de l'Italie. Le courant principal qui traverse le détroit de Messine va vers le nord, mais il y en a un deuxième, plus petit mais plus redoutable. Le genre qui aime s'infiltrer et donner quelques coups, presque littéralement. Au nord de la Sicile se trouve la mer Tyrrhénienne. Elle est nichée entre la côte ouest de l'Italie et les îles de Corse, de Sardaigne et de Sicile. Elle envoie son propre courant à travers le détroit. Un courant qui parvient d'une manière ou d'une autre à coexister avec l'autre. Les deux ont conclu une trêve étonnamment stable, presque civile. On dirait qu'ils sont humains, si les humains avaient déjà été aussi raisonnables. Dans le détroit, les deux courants alternent toutes les 6 heures, comme des colocataires suivant un planning de ménage passif-agressif. Leur va-et-vient crée un chaos sans pareil ailleurs en Méditerranée, qui, en comparaison, ressemble simplement à une immense baignoire salée. La Méditerranée a des marées très faibles, souvent sous 30 cm. Pourquoi ? La Méditerranée est comme un petit monde à part, sa seule sortie vers l'Atlantique étant le détroit de Gibraltar, large de seulement 13 km. C'est un videur glorifié qui garde l'océan déchaîné à l'extérieur. Une barrière bien pratique pour les marins, qui
qui préfèrent une mer un peu moins meurtrière. Mais le détroit de Messine est une exception, un fauteur de troubles. L'étroit passage entre les bassins turaniens et ioniens comprime l'eau comme un tuyau pincé. Sauf que ce tuyau-là riposte. Les courants grondent, bouillonnent et tourbillonnent. Et ça, ce n'est qu'à la surface. La vraie histoire, elle se cache en dessous. Sous les vagues, le détroit de Messine ressemble à une montagne inversée. C'est à la jonction Ganziri-Punta Pezzo, un endroit dont le nom fait penser à de la glace. Mais les pentes qui mènent à ce point sont loin d'être régulières. Au nord, dans la mer Tyrrhénienne, le fond marin descend doucement jusqu'à atteindre environ 1,9 km de profondeur près de l'île de Stromboli. Ensuite, les choses se compliquent. À seulement quelques kilomètres au-delà de la jonction, le fond marin chute rapidement, de 500 mètres. Ensuite, il y a une autre zone profonde de 2000 mètres à la jonction entre Capo Taormina et Capo d'Armi. Ce n'est pas un fond marin, c'est des montagnes russes pour les poissons. Cette profondeur inégale forme le double entonnoir du détroit. Lorsque la mer Tyrrhénienne atteint la marée haute, l'Ionienne est en marée basse. Puis elle s'inverse, comme deux océans qui se disputent à la garde du fond marin. Mais attendez, ce n'est pas tout, bien sûr que si. Encore 3 choses rendent cet endroit si instable, c'est comme la crise de la quarantaine de la Méditerranée. D'abord, la température. La mer touranienne reste chaude grâce à sa forme fermée. Pendant ce temps, la mer ionienne reste plus fraîche et plus capricieuse. Et ce n'est pas leur seule différence, loin de là. La mer touranienne l'emporte peut-être sur la chaleur, mais la mer ionienne, elle a du mordant, plus salé et plus dense que la touranienne. Résultat, les deux mers ne s'entendent pas. L'une est douce, l'autre capricieuse. Une vraie rivalité fraternelle méditerranéenne. Ensemble, ces conditions créent des courants de marée pouvant atteindre 9,2 km par heure. Sur Terre, pas grand-chose, mais sous l'eau, c'est une autre histoire. Quand le courant ionien domine, de l'eau froide remonte, ce qui favorise les poissons. Un cauchemar pour quiconque tente de bâtir quelque chose qui ne s'effondre pas. Quand le courant turanien prend le relais, l'eau coule vers le sud, plus chaude et plus légère. Elle effleure la surface, trop précieuse pour se mêler. Un peu comme moi en soirée. Mais sous 30 mètres, les eaux ioniennes dominent toujours. Même la mer a un problème de hiérarchie. Ce carrefour de courants opposés crée des tourbillons et des vortex. C'est ce même chaos qu'Homère attribuait aux monstres marins charybdes. Mythe, bien sûr, mais l'instabilité, elle, est bien réelle. On peut la voir depuis l'espace. Les images satellites montrent les vagues qui tournoient, comme si la mer traversait une crise d'identité. Sur Terre, vous trouverez des plages jonchées d'algues arrachées du fond marin et rejetées sur le rivage par les marées violentes. Vous vous sentez courageux. Le détroit est idéal pour la pêche. Les marées font remonter les poissons des profondeurs à la surface. Prenez un bateau, installez-vous et préparez-vous à des conditions difficiles. Vous pourriez attraper de nombreux poissons en récompense. Cet endroit est prisé pour l'espadon, le thon, la bonite à dos rayé, le germon, etc. Nous parlerons de la faune plus tard. Ici, c'est MAPAC, pas une chaîne de pêche. Ah, et si vous aimez ces analyses géographiques approfondies, n'oubliez pas de vous abonner. Sinon mes parents vont découvrir que YouTube n'était pas qu'une phase. Donc, les marées et les courants ne sont que le premier casse-tête pour les ingénieurs, mais ce n'est pas le seul. Poséidon n'a pas rendu la vie d'Ulysse misérable simplement parce qu'il régnait sur la mer, il était aussi le dieu des tremblements de terre. Et cette région, il a été occupé. Le détroit de Messine s'est installé le long d'une série de failles. Il y a la faille du détroit de Messine, bien nommée. Des points pour l'honnêteté, 0 pour la créativité. Ensuite, il y a la faille de Capo Pelero, la faille de Tindari, toutes faisant partie de l'arc calabrais. Mais le vrai spectacle se trouve en dessous. C'est ici que les plaques eurasiennes et africaines se rencontrent. Et comme dans toute relation tendue, la stabilité n'est pas au rendez-vous. Les tremblements de terre sont des compagnons constants ici. Peut-être pas aussi spectaculaires que les tourbillons de Charybde, mais ils peuvent quand même gâcher votre journée. En décembre 1908, un séisme de magnitude 7,5 a frappé sous le détroit. Il a anéanti Messine et Reggio de Calabre. Environ 100 000 personnes sont mortes. L'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire, et ce n'était pas un cas isolé. Des séismes similaires ont secoué la région au fil des ans. Ici, la Terre ne se contente pas de bouger. Elle garde rancune. Le détroit reçoit régulièrement des rappels de son instabilité. Des mini-séismes de magnitude 4,7 frappent régulièrement. En 1952, 1961, 1975 et 1985. Les choses que l'on sont restées calmes depuis, ce qui, en termes géologiques, n'est jamais bon signe.
Et il y a une autre source de stress tectonique dans la région. Parcourez 80 km vers le sud-ouest. Vous voyez cette chose pointue d'où sort de la fumée. C'est la Dame des Anneaux, le mont Etna. Nombre d'éruptions. Au moins 186 fois depuis 1500 avant Jésus-Christ. Cela fait une éruption tous les 19 ans. Mais ne croyez pas que cela fonctionne selon un calendrier. En 2011, il est entré en éruption 11 fois en 3 semaines. Le summum du « regardez-moi ». Étonnamment, les éruptions de l'Etna ne sont pas si mauvaises, si l'on fait abstraction de la lave et tout ça. Le sol volcanique qu'elle laisse derrière est incroyablement fertile. Comme si la nature offrait un panier cadeau pour s'excuser d'avoir incendié votre maison. C'est pourquoi environ 20% de la population sicilienne vit près de l'Etna. Ils savent tout, c'est sûr. Enfin, la plupart du temps. Moins de 100 personnes vivent réellement, à moins de 5 km du cratère. Parfois, l'Etna évite les grands effets dramatiques. En 1669, elle a explosé avec une telle violence que la lave a atteint les murs de la ville de Catane, à 40 km de là. 5 semaines après le début de l'éruption, quand l'Etna s'agite, il ne fait pas les choses à moitié. Ce n'est pas suffisant pour atteindre le détroit de Messine. Donc, bonne nouvelle. Les ingénieurs du pont n'auront pas à tenir compte de la lave en fusion. Mauvaise nouvelle, il reste près de l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Le grondement constant ajoute au stress tectonique. En 2018, un séisme de magnitude 4,9 a frappé le flanc est de l'Etna. 2 siècles plus tôt, c'était un séisme de magnitude 6,2. Il est entré en éruption 2 fois, rien qu'en 2025. Une explosion a cloué au sol les vols au départ de l'aéroport de Catane à cause des nuages de cendres. Voler à travers des cendres volcaniques, c'est déjà assez dangereux. Mais conduire à travers elles, bonne chance pour faire passer ça à l'assurance. Courants violents, montagnes en colère, nuages de cendres et séismes constants compliquent tout et font grimper la facture. Beaucoup. Tout pont sur le détroit de Messine serait constamment sous tension. Je connais ce sentiment. Cela signifie pas de raccourci, ni de créativité budgétaire. Il doit supporter des forces de flexion, de cisaillement et axiales en même temps, de la pression venant d'en haut, d'en bas, des côtés. En gros, dans toutes les directions, sauf celles qui seraient utiles. Normalement, les piliers d'un pont suspendu suivent une règle simple, 1 pouce de diamètre pour chaque pied de portée. Donc, une fondation de 20 pieds signifie à peu près un pilier de 20 pouces calcul facile. Mais le détroit de Messine ne fait rien de facile, tu te souviens. Les courants ici remuent le fond marin, emportant tout ce qui n'est pas surdimensionné. C'est la façon qu'a la nature de dire « essaie donc de me défier ». Et comme le détroit est étroit, il y a aussi le risque que des navires s'approchent un peu trop de la structure. Personne ne veut revivre ce qui s'est passé à Baltimore en mars 2024. C'est à ce moment-là qu'un cargo a transformé le pont Francis Scott Key en désastre hors de prix. Même la vitesse du vent mérite sa propre ligne dans le budget. Tout ici mettra à l'épreuve votre diplôme d'ingénieur. Les rafales de vent dans le détroit de Messine atteignent généralement un maximum de 18 km/h. Pas mal. Mais les ingénieurs ne peuvent pas se baser sur la moyenne. Il y a 20 ans, des pointes records ont atteint 143 km/h. Ce n'est pas une simple rafale. Là, votre mobilier de jardin finit dans une autre région. Les ingénieurs, eux, voient plus grand. Ils prévoient 291 km/h 4 fois plus fort, catégorie 5. Si votre pont peut résister à ça et au tremblement de terre, ce n'est plus du génie civil. C'est une intervention divine. Techniquement, des vents aussi puissants n'apparaissent qu'une fois tous les 2000 ans, ce qui semble correct, jusqu'à ce qu'on se souvienne de la poisse de l'Italie. Ils s'inspirent des avions à réaction, un tablier en forme d'aile avec des ouvertures pour laisser passer le vent. À moitié pont, à moitié avion, et totalement convaincu que rien ne pourra mal tourner. Et les tremblements de terre alors? Les bâtiments ici sont conçus pour résister à un séisme qui survient une fois tous les 500 ans, mais ce n'est pas suffisant pour le pont. Pas pour quelque chose d'aussi coûteux, risqué et politiquement controversé. Si jamais il s'effondre, il emportera quelques carrières avec lui. Et il y a un autre obstacle. Le port de Messine à lui seul déplace près de 8 millions de tonnes de marchandises et 9,5 millions de passagers par an. Ce n'est pas vraiment un port, c'est plutôt un tapis roulant, avec une vue panoramique. Les bateaux de croisière l'adorent aussi. Environ 340 000 passagers y transitent chaque année, tous avec de la crème solaire, des sandales et la capacité de gâcher la journée d'un ingénieur. Ces navires sont de vrais gratte-ciel flottants, certains atteignant 60 mètres au-dessus de l'eau. Ainsi, tout pont doit dépasser cette hauteur. Le tablier doit se trouver à au moins 62 mètres de hauteur, plus encore 5 mètres de marge, ce qui n'est pas vraiment rassurant à entendre, de la part des ingénieurs pour la structure qui empêche votre voiture de finir dans l'océan. Donc,
Les fondations devront être très profondes. Les matériaux devront durer plus longtemps que la plupart des gouvernements italiens. Les pylônes devront être assez rigides pour résister aux assauts. Le reste du pont doit fléchir et disperser la force. Ça fait réfléchir, autant prendre un ferry. Mais c'est facilement faisable. Les fameuses dernières paroles. Ce n'est pas comme si la technologie n'existait pas. Les ingénieurs savaient que c'était possible dès les années 1900. Un pont suspendu. Peut-être même un tunnel. Le défi n'était pas scientifique. C'était tout le reste. Donc, rien de bien compliqué. L'Europe ne traversait pas exactement un siècle paisible. Donc l'idée est restée en suspens jusqu'en 1953, puis le premier projet de pont vraiment réalisable a enfin vu le jour. Il venait de David B. Steinman. C'est lui qui a construit le pont Mackinac au Michigan. Il a vu le détroit et s'est dit « Bien sûr, c'est faisable ». Son plan prévoyait des fondations enfoncées à 120 mètres dans le fond marin, avec une travée centrale de 1500 mètres. D'un bout à l'autre, le pont s'étendrait sur plus de 3000 mètres, le plus long du monde. Eh bien, du moins jusqu'à ce que quelqu'un avec plus d'argent et moins de bon sens se présente. Mais cela n'est jamais arrivé. Le pont aurait nécessité 12 000 ouvriers. Cela aurait coûté des centaines de milliards de lire, qui à l'époque étaient de l'argent de Monopoly avec une plus belle impression. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie se reconstruisait encore depuis les décombres. Demander un tel méga-projet était optimiste. Puis vinrent les années 1960. C'était un âge d'or d'optimisme et de mise en œuvre catastrophique. En 1965, le gouvernement a proposé un pont. Et si cela vous semble familier, c'est normal. Ils ont dépensé environ 1,3 milliard de dollars en études de faisabilité. Le résultat ? De la paperasse et des maux de tête. L'une des idées, un pont submersible, ou un pont sur des pontons flottants qui pourraient pivoter pour laisser passer les navires. Audacieux, ridicule et abandonné comme on pouvait s'y attendre. Puis sont arrivées les années 1970, plus d'études de faisabilité, moins de ponts. Il s'avère que le vrai pont, c'était la paperasse qu'on a produite en chemin. Mais à la fin du XXe siècle, deux grands événements se sont réellement produits. En 1981, le gouvernement italien a créé la Société du détroit de Messine. Sa seule mission, concevoir et construire un pont. Ce n'était pas une suggestion, c'était une loi. Rien ne montre autant de sérieux que plus de paperasse. Puis, dans les années 1990, les études de faisabilité ont enfin mené à quelque chose de concret. La société avait un plan, un vrai, même concret. Mais c'est l'Italie. Donc, naturellement, tout est resté au point mort pendant une décennie. Jusqu'à ce que, soudain, tout change. Un instant, on aurait cru que les choses avançaient rapidement. Ce qui, en Italie, est généralement le moment où quelqu'un oublie de construire le but. En 2005, le gouvernement de Silvio Berlusconi a donné le feu vert. Un contrat de construction a été attribué à Salini Impradilo, aujourd'hui rebaptisé Webwild, un nom assez épique. En 2006, Impregilo et la Société du détroit de Messine ont officialisé l'accord. Pas au sens romantique, mais presque. Salini Impregilo a pris la tête avec une participation de 45%. Des partenaires d'Espagne, du Japon, du Danemark et du Canada les ont rejoints. La construction devait commencer plus tard, cette année-là. Et puis, tout s'est arrêté. Pas à cause de problèmes d'ingénierie, ni à cause de tremblements de terre ou du vent, mais à cause de quelque chose de bien plus destructeur. La politique. Encore une fois, le désastre naturel le plus constant de l'Italie. Berlusconi, malgré tout son pouvoir, a commencé à encaisser de gros coups. Il a été évincé du pouvoir. 6 mois plus tard, le Parlement a tué le projet de pont. Après des décennies d'études et des milliards dépensés, il n'était toujours pas convaincu que c'était faisable. Ce qui est impressionnant, étant donné que la faisabilité faisait littéralement partie de la mission. Officiellement, ils ont invoqué le risque sismique. Officieusement, c'était tout le reste. Le coût, la dette, l'économie. Oh. Et cette peur persistante de donner à la mafia une nouvelle activité parallèle. Après tout, la corruption en Italie ne prend pas sa retraite. Elle change juste de famille. Pour la 'Ndrangheta de Calabre, à la fin des années 2000, le crime organisé représentait entre 7 et 9% du PIB de l'Italie. Ce n'est pas un milieu criminel, c'est un modèle économique. Malheureusement pour le pont, le crime organisé en Italie ne s'exporte pas bien. C'est une spécialité du Sud. Donc, les députés supposaient qu'au moins une partie de l'argent circulant en Sicile et en Calabre finirait entre les mains de la mafia. Ce n'était pas de la paranoïa, juste l'expérience qui parlait, et assez fort. Tous les 10 ans, quelqu'un remettait le projet sur la table. Des millions ont été dépensés pour l'étudier, et puis, surprise, quelque chose se passait, et il n'y avait pas de pont. Au début des années 2000, l'Italie avait réalisé plus d'études de faisabilité que de ponts réels.
À ce stade, ils auraient pu construire un pont rien qu'avec les rapports eux-mêmes. Bien sûr, le gouvernement a fait bonne figure. Au début, le pont de Berlusconi semblait à l'abri d'une crise financière. En 2009, il a promis 1,3 milliard d'euros pour sa construction. Les travaux ont même commencé, avec la déviation d'une voie ferrée à Canatello. Le pont serait terminé d'ici 2016, du moins c'est ce qu'il disait. Mais la réalité ne fait pas dans l'optimisme. Et elle allait frapper durement l'Italie et Berlusconi. La crise financière s'est transformée en crise de la dette européenne. La Grèce a été la première touchée. L'Italie a suivi. Berlusconi, submergé par les scandales et de mauvais calculs, a démissionné en 2011. Son successeur, Mario Monti, a abandonné le projet en 2013. 2 mois plus tard, la Société du détroit de Messine a été liquidée. Après des décennies de promesses, la seule chose qui a jamais été construite, c'est la déception. Et cela a duré pendant 10 ans. Il y a un dicton italien. Je le ferai quand le pont sur le détroit de Messine sera terminé. Ça a du sens, non? Attends une seconde. Parlons encore de la Société du détroit de Messine. 10 ans? C'est long pour une liquidation. La plupart des entreprises sont enterrées plus vite. Une nouvelle vague de chaos politique et les discussions habituelles sur « peut-être qu'on va le construire » ont eu lieu. Ensuite, Giorgia Meloni est entrée en fonction en septembre 2022 et honnêtement, son gouvernement a été étonnamment stable, du moins selon les standards italiens. Elle a publié un décret pour relancer et remodeler le projet. 2 mois plus tard, un nouveau comité scientifique a été formé. Et en juin, le statut de liquidation de l'entreprise a été officiellement révoqué. C'est comme si les 20 dernières années n'avaient jamais existé. En 2024, beaucoup pensaient que cela s'arrêterait encore, mais non. L'Italie a tenu ses engagements, ce qui paraît franchement contre nature. Le feu vert a été donné le 6 août 2025. Le pont reliera Torrefaro, en Sicile, à Villa San Giovanni, sur le continent. 2 tabliers, 6 voies, double voie ferrée dans les 2 sens, du multitâche déguisé en pont. Une fois terminé, il pourra accueillir jusqu'à 200 trains par jour et 140 000 véhicules. Le projet devrait ajouter environ 3 milliards d'euros au PIB national, la majeure partie dans le sud, la partie de l'Italie, où le 21e siècle n'est toujours pas vraiment arrivé. À quel point est-ce grave? Eh bien, regardez les chiffres. Le nord de l'Italie compte 46% de la population. Il représente 60% du PIB, 70% des personnes en âge de travailler y ont un emploi. Dans le sud, c'est 50%. La moitié des gens, la moitié des opportunités. Et ils attendent toujours que l'autre moitié du pays se souvienne de leur existence. Regardons de plus près. La Lombardie contre la Calabre. En 2023, le PIB par habitant de la Lombardie était de 127% de la moyenne de l'UE. On peut parler de surperformance. Celui de la Calabre, 56%. L'économie de la Lombardie était plus de 12 fois plus grande. Même pays, portefeuille différent. Le pont ne réglera pas ce problème, loin de là. Mais c'est un début, un petit pas dans un plan beaucoup plus vaste, et à court terme, c'est un coup de pouce dont le Sud a cruellement besoin. Quelque part entre 100 000 et 120 000 personnes vont y travailler d'une manière ou d'une autre. Ça fait beaucoup de casques de chantier. Pour calmer les critiques, WeBuild, toujours aussi bien nommé, affirme que la plupart de ces emplois iront aux habitants, ce qui serait une excellente nouvelle, à condition que la moitié d'entre eux ne se contentant pas de faire de la paperasse. WeBuild ne fera pas cela tout seul cependant. La société japonaise Hayashi est aussi dans le coup. Un choix judicieux. Ils ont construit des choses qui tiennent vraiment debout. L'un de leurs ouvrages, le pont Akashi Kaikyo. Il relie Kobe à l'île d'Awaji. C'était le plus long pont suspendu du monde jusqu'à ce que la Turquie construise un encore plus grand. Rappelez-vous, ce n'est pas la taille du pont qui compte, mais ce que vous en faites. Ou quelque chose comme ça. La vraie raison de leur présence. Survivre. Le Japon se trouve sur la ceinture de feu, qui concentre 90% des tremblements de terre mondiaux. Kobe tremble à elle seule, 38 fois par an. La plupart sont de faible intensité, mais certaines ne le sont pas. Une magnitude 4, chaque année. Une magnitude 6, tous les 20 ans, environ. Si vous voulez un pont qui dure, faites appel aux gars qui considèrent les séismes comme une évaluation de performance. Le 17 janvier 1995, le grand séisme de Hanshin a frappé. Magnitude 6,9. 5000 morts, la plupart à Kobe. Et le pont, toujours debout. Bon, il était en construction à l'époque, mais il n'a presque pas bronché. Pourquoi ? Parce que les ingénieurs savaient exactement ce qu'ils construisaient, et ils l'ont conçu en conséquence. Conception antisismique, tout résistant aux tremblements de terre. Mais pas de Wi-Fi, par contre. Allez, Japon, il faut revoir les priorités.
Donc oui, avoir le groupe japonais Hiashi parmi les partenaires, ça ajoute une vraie crédibilité. L'argument du genre, ça va s'effondrer au premier séisme, perd un peu de poids quand les Japonais arrivent avec des plans et un air sérieux. Le pont va aussi résoudre un problème plus concret, la connectivité. Actuellement, la seule façon de faire passer des véhicules de l'autre côté du détroit, c'est par ferry. Environ 10 millions de personnes prennent ces ferries chaque année. Le planning, toutes les 20 à 40 minutes, 366 jours par an. Oui, même les années bissextiles. La traversée prend 100 minutes juste pour parcourir quelques kilomètres d'eau, pour 60 € le pont. 10 minutes tout rond. C'est une traversée express du détroit. Et les trains, ils gagneront environ 2h30. C'est selon le ministre italien des Transports, Matteo Salvini, un grand fan du pont depuis longtemps. Ce qui a du sens, c'est un politicien. Il adore tout ce qui ressemble à du progrès. Le vrai progrès ? Moins. Il y a un autre avantage au pont. Rome classe les dépenses comme étant liées à la défense. J'ai essayé ça avec cette chaîne et le fisc. Ça ne s'est pas bien passé. Mais pour l'Italie, ça aide à augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB, ce qui rendrait l'OTAN très heureuse. Mais le pont a beaucoup de détracteurs, surtout ceux qui savent te compter. Ça va coûter environ 13,5 milliards d'euros, soit à peu près 15,5 milliards de dollars. L'argent est déjà réservé, et WeBuild, Hiashi et les autres font déjà chauffer leurs comptes en banque. Le pont 1915 Sanakal de la Turquie a coûté environ 2,5 milliards d'euros, du moins selon Erdogan. Donc, à prendre avec des pincettes, tout ça. Mais le pont italien sera quand même un poids lourd financier. Pourquoi ? La longueur, la complexité et toute une géographie peu commode. Ah, et 6,75 milliards d'euros supplémentaires pour les routes et les rails de raccordement. Le pont n'est même pas sur la route principale entre Messine et Villa San Giovanni. Il est 5 miles plus au nord. Alors bravo, l'Italie. Vous ne construisez pas seulement un pont, vous construisez aussi les accès au pont. Et puis il y a les autres dépenses, celles qui n'ont rien à voir avec le béton ou les câbles. Le financement a été approuvé, mais cela ne garantit pas un pont neuf. Qu'est-ce qui bloque cette fois ? Choisissez. La bureaucratie, la politique, l'Italie, qui reste l'Italie. Des manifestants sont descendus dans la rue. Le pont était trop grand. La mafia y verrait une opportunité de se remplir les poches. Le gouvernement a dit non, aucune chance. Empêcher la mafia de s'impliquer est une priorité absolue. Ce qui semble très bien jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'on est en Italie. La mafia est plus présente sur les chantiers publics que les ingénieurs. Et les 500 familles qui seraient déplacées. L'expropriation, ça fait toujours plaisir à la foule. Coûteux, lent et des procès garantis. Et puis, un autre obstacle. Les problèmes ne cessent d'arriver. Et l'impact environnemental, quelqu'un y a pensé ? Le genre de phrase qui fait transpirer tous les constructeurs. Vous vous souvenez de la remontée d'eau dont j'ai parlé tout à l'heure ? C'est un buffet à volonté pour la vie marine. L'eau froide remonte, apporte des nutriments, et aussitôt, les poissons festoient, le détroit en regorge, ils se nourrissent de la vie végétale. Et avec les poissons viennent les habituels pique-assiettes, phoques, dauphins, baleines. Il y a même des requins, pas seulement les gentils, mais aussi les grands requins blancs qui mangent des humains. Ils sont en danger critique d'extinction, comme ceux assez stupides pour croiser leur chemin. Le pont bousille un peu leur habitat. Et quelqu'un a-t-il pensé aux oiseaux ? Les groupes environnementaux. Oui, ils ont déjà déposé une plainte auprès de l'UE. Ils s'inquiètent que le pont puisse perturber les oiseaux migrateurs. Et ils n'ont pas tort. Environ 4,3 millions d'oiseaux survolent le détroit de Messine chaque année. Entre 17 et 46% pourraient en finir par entrer en collision avec le pont, ce qui semble être leur problème. 300 espèces sont en danger. Busards, aigles, faucons et le vautour percnoptère en danger d'extinction. C'est une liste VIP d'espèces que vous ne voulez vraiment pas voir percuter vos infrastructures. Le pont doit d'abord être approuvé par la Cour des comptes italienne avant tout début des travaux. Même alors, d'autres actions en justice sont probables. Parce que c'est l'Italie. Et rien ne commence tant que ce n'est pas d'abord enseveli sous la paperasse. Le gouvernement est convaincu qu'il surmontera les obstacles environnementaux. Sinon, je suis sûr que la mafia serait prête à aider. Pour Rome, la récompense vaut l'attente. Il joue sur le long terme. Des cargos accostent en Sicile, déchargent leurs marchandises, qui repartent ensuite vers le nord en train à grande vitesse, non seulement vers l'Italie, mais à travers toute l'Europe. Le pont serait le chaînon manquant. La pièce maîtresse reliant la Sicile au marché de l'UE via le corridor Berlin-Palerme, passant des retards de ferry aux rêves de fret. Ou, vous savez,
jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte que la moitié de la cargaison est encore bloquée à la douane. Et ce n'est pas tout. La Sicile est un emplacement de choix. Les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Arabes, les Normands, tout le monde en voulait un morceau. Du soleil, de la bonne nourriture. Ah, et c'est la porte d'entrée entre l'Europe et l'Afrique. La population de l'Afrique. 1,4 milliard maintenant. 2,5 milliards d'ici 2050. 40% de la planète d'ici 2100. Ça fait beaucoup de monde et une forte demande. L'Europe y voit une opportunité. Créer des liens, transporter des marchandises, gagner de l'argent. Le pont s'inscrit parfaitement dans cette logique. Le tunnel ferroviaire de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc est déjà prévu, ainsi que l'initiative européenne Global Gateway de 150 milliards d'euros. Cela consiste à construire des infrastructures à travers l'Afrique, reliant le continent au reste du monde. Il y a des projets comme le corridor de Lobito, une ligne ferroviaire de 1100 miles traversant l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. L'Italie essaie de prendre de l'avance avec le pont du détroit de Messine. Le projet vise à redonner au sud de l'Italie le rôle qu'il a toujours eu. Un rond-point très pittoresque entre l'Europe riche et une Afrique en plein essor. Et s'il devance le tunnel espagnol, c'est un bonus. L'Europe raffole des compétitions d'infrastructures passives agressives. Quand le pont du détroit de Messine sera fini, ce ne sera plus une blague. Peut-être. Tout est prêt. Webuild et IHI sont engagés. L'argent est là. Et le calendrier ? Étrangement politique. Les élections ont lieu en 2027. On s'attend à ce que la construction commence tôt. Et, espérons-le, avant que quelqu'un puisse l'annuler. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres contenus similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur ma PAC.